On cite les meilleures punchlines, mais on n'aime pas les explications trop longues, on veut que ce soit réaliste, mais pas que ça en devienne ennuyeux. How much is it? It'll be $18. Here you go, keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot, bye. Un échange banal, on se demande quel guignol a validé ce script, mais quand deux gangsters parlent de burger, là on passe un bon moment. They call it Royale with cheese. Royale with cheese. Tarantino est souvent cité quand il s'agit de dialogue efficace. Pourtant, si vous essayez d'écrire comme Tarantino, ça se remarquera forcément. You will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Shepherds we shall be, for thee, my Lord, for thee. Power hath descended forth from thy hand. Et vous avez pas besoin d'essayer d'écrire comme Tarantino. On va parler de lui rapidement, mais le plus intéressant, c'est de savoir quelle technique appliquer pour écrire un bon dialogue. Un dialogue rythmé, un dialogue qui donne une sensation de scène d'action, d'enjeu dramatique, de complicité avec des personnages à l'esprit agile. D'ailleurs, une des choses les plus importantes que nous apprend Tarantino, c'est qu'il essaye pas d'écrire des répliques cultes, il essaie d'écrire des bons personnages. Un gangster qui croit en Dieu, une assassine samouraï vengeuse, un semi-natif américain tueur de nazis, un ancien esclave devenu cow-boy pour affranchir d'autres esclaves. Chacun de ces personnages hauts en couleur ont leur propre façon de s'exprimer, et chacune de ces façons de s'exprimer, chacune de ces couleurs, vient s'assembler pour former une palette. Et si les palettes des différents films finissent par se ressembler, c'est parce que Tarantino, au fil de son œuvre, a fini par assembler son propre style. Tarantino raconte des histoires qui mettent en scène des contextes épiques, gangsters, samouraïs, nazis, esclavagistes et sectes meurtrières qui s'attaquent aux légendes du cinéma. Tous les extrêmes du cinéma se retrouvent dans sa filmographie. Sa dimension épique le définit, comme si chacun de ses personnages savait qu'il était dans un film de Tarantino. Un de ces grands films qui aime styliser les grandes traditions du cinéma, qui inclut des références obscures que Tarantino pique à ses genres de films préférés, et qui revisite des événements historiques à la sauce Tarantino. Mais le plus important, c'est que chaque personnage ait sa propre voix. Sur le papier, on peut deviner qui parle sans avoir à lire l'entête du personnage. Le héros parle souvent un argot qui nous le rend familier et qui lui permet de s'exprimer facilement avec des répliques percutantes. Et en contraste, d'autres personnages aiment s'exprimer de façon plus soutenue, en sortant parfois des tirades saupoudrées de génie. You silver-tongued devil, you. Il développe la façon de parler du personnage en fonction de son histoire, de son point de vue, de sa philosophie. Si chaque personnage est aussi caractéristique, c'est parce qu'il apprend à les connaître par cœur d'abord. Il les écrit comme autant d'univers riches de détails. Et ce développement poussé des personnages transpire dans les dialogues. Le style épique de Tarantino cherche dans les dialogues l'échange parfait, celui qui crée de la tension, celui qui incarne le mieux la confrontation des univers de ses personnages. La voix de l'auteur prend une place importante dans ce genre d'œuvre. On reconnaît la façon d'écrire de certains artistes aux mots employés, aux sonorités, aux accents, au rythme des échanges. Ça me fait penser au dialogue de Guy Ritchie, Oh, dogs. qui a des personnages qui sont moins travaillés en profondeur, mais dont les échanges se reconnaissent facilement. Which George? King George, Angry George, George the Dragon? Be clear, Arthur. Which George? Our George. We saw Mike. What, Mike? Mike the Spy Kosher Mike. Which Mike? Oh, you're giving me a headache. Flat nose, Mike. Mais le style n'a pas besoin d'être aussi criant pour que le dialogue soit réussi. Un dialogue satisfaisant qui semble pas être ambassadeur du style de l'auteur, c'est un dialogue qui comporte plusieurs éléments. Le premier élément se cache en dessous de la surface. Le choix des mots peut être important pour donner aux répliques un second sens. Which is the easiest to get into? Why would you ask me that? C'est ce qu'on appelle le sous-texte, ce qui n'est pas dit. Le texte dans le scénario, c'est ce qui est dit, ou les actions qui sont prises. Le sous-texte, c'est ce qui n'est pas écrit, c'est la signification en dessous. Le sous-texte, il est informé par le contexte. Le contexte, c'est ce qui vient avec le texte, c'est la situation connue. Le lieu, les gens autour, le placement des personnages, leurs antécédents. Le sous-texte, il se déduit. Il faut lire entre les lignes du texte, en gardant en tête le contexte. Ce qui est excitant avec le sous-texte, c'est que l'audience a quelque chose à déchiffrer. Quand chaque réplique donne l'impression d'un sens caché, on est plus attentif. Tous les dialogues n'ont pas nécessairement besoin de sous-texte. Par exemple, dans des moments d'émotion forte ou pour avoir un effet comique, avoir un personnage qui dit exactement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent peut avoir l'effet désiré. Par exemple dans les films de Martin McDonagh ou Yorgos Lanthimos avec des personnages ou des contextes absurdes. Pour certaines répliques légendaires, il s'agit d'une vérité simple, d'un fait dénué de sens caché, et c'est les conséquences de cette information qui sont importantes. La révélation renverse toute notre perception du monde ou du récit jusqu'alors. I am your father. Pas besoin de sous-texte quand le contexte fait le travail. Mais souvent, une réplique cache un sens différent de ce qui est dit textuellement, soit par opposition, par exemple quand on dit « je te déteste » pour dire « je t'aime », soit par figure de style, un euphémisme, une métaphore, il y a plein de figures de style, mais pour ça je vous laisse regarder la super vidéo de Calmos sur les répliques cultes de Michel Audiard. On va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Inversion, ellipse. Soit par une quelconque association d'idées. Mais le sous-texte ne passe pas que dans les dialogues, il passe aussi dans les actions. La règle show don't tell nous rappelle que les choses les plus importantes devraient passer en dehors du dialogue, que ce soit par une action isolée ou une action en contradiction avec une réplique ou une action renvoyant à un événement antérieur. Le sous-texte de ces actions peut résonner infiniment plus fort qu'une punchline stylisée. Le sous-texte est souvent accompagné de son grand frère, l'ironie. Mais l'ironie, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait passer une vidéo entière.
Écrivez ironie en commentaire si le sujet vous intéresse. Mais pourquoi le sous-texte ou l'ironie sont si satisfaisants? Bah déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a le fait de déchiffrer les réelles intentions du personnage, ce qu'il pense vraiment en contradiction avec ce qu'il dit. Ça, c'est notre jeu préféré en tant qu'humain, de se sentir un peu télépathe, de pouvoir lire quelqu'un à son insu, de se sentir un peu supérieur, tout puissant, de voir dans les esprits tel un dieu. Mais aussi, je pense qu'il y a une dimension d'empathie qui vient s'ajouter à ça. Quand on a l'impression de comprendre par nous-mêmes l'intériorité d'un personnage, quand on comprend par exemple un sarcasme qu'il fait avec un joli jeu de mots, ou une remarque ironique, ou quand il ment comme un effronté, on se sent plus proche de lui. On le voit vraiment. Si on le comprend pas tout de suite, on a envie de savoir ce qu'il travaille. Et si on le comprend mieux que tous les personnages qui l'entourent, on a l'impression d'être son meilleur complice. Maintenant qu'on a vu le fond, voyons la forme. Qu'est-ce qui fait qu'un dialogue sonne bien quand un échange donne l'impression d'écouter un morceau de musique? Et d'ailleurs, vous m'avez beaucoup demandé pourquoi je mettais les extraits des films en VO au lieu de la VF, alors qu'on a un des pays en France à avoir les meilleurs doublages. Et j'ai beau adorer les doubleurs et avoir un respect immense pour ce métier, j'aime entendre la musique qui était dans la tête de l'auteur quand j'écoute les dialogues. English, motherfucker, do you speak it? Je mets quand même les sous-titres, en anglais quand le langage reste simple, en français quand ça devient plus technique. Mais comme j'ai commencé à regarder les films en VO quand j'avais 14-15 ans, je suis vraiment content de pouvoir comprendre le sous-texte original qui a été réfléchi par l'auteur. Les accents incarnés pour rendre les rôles plus caractéristiques. Et même les rythmiques quand c'est traduit en français, c'est plus les mêmes nombres de syllabes, c'est plus les mêmes impacts. Et si c'est un désir de votre côté de pouvoir comprendre la VO mais que vous y êtes pas encore tout à fait, bah ça tombe bien parce qu'il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone, c'est une application qui permet d'apprendre de nouvelles langues avec une méthode très immersive. Je m'explique. À l'école, on nous apprenait des listes de mots à retenir, alors que quand on a appris notre langue maternelle en grandissant, c'était par association d'idées, d'images, d'actions, de sons. Et bah Rosetta Stone tente au mieux de recréer cette expérience. L'application vous permet de comprendre la langue sans jamais vous afficher la traduction, grâce à des mises en situation, des comparaisons, des visuels et du son. C'est hyper intuitif et en plus l'application vous fait travailler votre prononciation avec un outil de reconnaissance vocale qui compare votre intonation avec celle des locuteurs natifs. Los gatos son negros. Et comme chaque session dure environ 10 minutes, c'est parfait pour caler ça à peu près n'importe où dans la journée. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue ou même approfondir une langue que vous parlez un peu, c'est vraiment une super immersion à moindre coût. El gato no duerme. Los caballos andan. Los gatos son negros y blancos. El gato no es azul. Rosetta Stone vous propose plus de 60% de réduction en ce moment sur leur accès à vie, que ce soit pour une seule langue ou pour 25 langues différentes. Genre on paye une seule fois et on peut y revenir quand on veut pour avoir accès à 25 langues disponibles. Moi je vais y revenir chaque fois que je prépare un voyage. Vous accéderez à cette réduction uniquement à travers le lien qui est dans la description et en commentaire épinglé. Il y a 30 jours satisfaits ou remboursés, donc profitez de l'occasion, je sais pas si ça arrivera souvent, il suffit de cliquer juste en dessous. Et merci à Rosetta Stone de briser les barrières linguistiques. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. L'aspect musical du dialogue se décompose en plusieurs parties. Dans une vidéo d'Insider, la scène d'ouverture de Social Network est analysée dans tous les sens pour décortiquer le style d'écriture d'Aaron Sorkin. Dans cette vidéo, ils ont compté le nombre de syllabes par réplique pour en sortir un graphe, et c'est censé représenter une forme de rythme. Bon, sur le papier, moi ça me dit rien, je sais pas si ça parlerait peut-être plus à un batteur ou quelqu'un qui sait lire un rythme. En tout cas, ce que nous apprend ce graphe, c'est qu'il faut varier la longueur des répliques. Par exemple, une réplique longue peut être accentuée par une réponse courte, ou deux répliques de même longueur qui se répondent peuvent créer une impression de répétition agréable. En parlant de répétition, dans la vidéo d'Insider, ils ont surligné toutes les répliques qui comportaient une répétition conforme à une réplique précédente. Et ils ont réalisé que 15% des répliques de la scène étaient des répétitions. La dernière chose que la vidéo d'Insider relève, c'est l'utilisation de la métrique iambique. Ce point m'a un peu plus fait galérer. Ceux d'entre vous qui ont fait des études littéraires auront peut-être plus à nous apprendre sur le sujet. La iambe en poésie, c'est un pied composé de deux syllabes, une courte et une longue. Alors j'étais comme vous, c'est quoi une syllabe courte et une syllabe longue? On parle d'accentuation, d'accentuer sur une syllabe et pas l'autre. Et dans le cas de la iambe, c'est la seconde syllabe qui est accentuée. Ça donne un rythme dans la phrase comparable à un battement de cœur. Ce principe de syllabes accentuées et non accentuées, il est plus retrouvé en poésie anglaise, d'après ce que j'ai compris. La iambe nous provient de la versification grecque et latine, mais en français, le terme iambe est aussi associé à un autre procédé poétique qui consiste à alterner des alexandrins avec des octosyllabes en croisant les rimes, et pareil avec 10 et 8 syllabes, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Pour mieux visualiser ce que ça donne dans la poésie grecque, latine, anglophone, voici des exemples de vers français qui donnent une idée un petit peu du rythme iambique. Tantôt léger, tantôt boiteux, toujours pieds nus, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Il est sans peur, il est sans feinte, il est sans tâche. Et en anglais, pour reprendre les exemples de la vidéo d'Insider, But soft, not like the underwind of rakes. I feel the need
Aaron Sorkin, le scénariste de Social Network, est familier avec les systèmes métriques de poésie, à en croire cette réplique de The West Wing. Et certaines répliques écrites par le scénariste portent à penser qu'il utilise le rythme iambique pour accentuer l'efficacité de ses punchlines. You're just a small step away from bagging Snooki's cookies. I can feel it. Sorry, my Prada's at the cleaners, along with my hoodie and my fuck you flip-flops, you pretentious douchebag. Comment est-ce qu'on peut transférer ça à la langue française? Je sais pas, soyons créatifs. On a plein d'outils poétiques nous aussi. Y a qu'à demander à la chaîne Calmos. Dynamite. Néologisme, Je disperse. intransitivation, Je ventile. anaphore, gradation, épitrochasme. Même si Aaron Sorkin tombe d'accord pour dire que le dialogue c'est de la musique, Dialogue has rhythm and pitch and tone and volume and meter and it absolutely has all the properties of music. il nous dit que le secret d'une bonne scène réside dans un seul couple d'ingrédients. Intention and obstacle. L'intention et l'obstacle. Y a que ça de vrai. C'est les ingrédients du conflit et c'est le conflit qui rend une histoire intéressante. Quand chaque personnage essaie de se frayer un chemin vers son objectif et que les obstacles se dressent sur son chemin. Et comme cette notion du conflit est essentielle à chaque scène dramatique, elle devient essentielle au dialogue. Pour que le dialogue fonctionne, il faut qu'il serve une fonction dramatique. Drama en grec, c'est l'action théâtrale. Et le dialogue doit avoir cette caractéristique d'action, cette fonction de faire avancer l'intrigue, de naviguer grâce à l'intention à travers les obstacles. Les obstacles, selon Robert McKee, ce sont les forces antagonistes de l'histoire. Et ces forces antagonistes se présentent à 3 niveaux de conflits différents. Les conflits internes, l'estime de soi, les traumatismes, les croyances limitantes, le déni, les illusions, la peur, les complexes, les limitations corporelles et les émotions. Les conflits personnels, les partenaires, les amants, la famille, les amis, les collègues. Et les conflits extra-personnels, tout ce qui est institutions, entreprises, gouvernement, système juridique, environnement physique, temps. Et Robert McKee a un joli petit diagramme pour expliquer le mouvement dramatique. On a l'intention, l'objet de désir, le protagoniste prend une première action pour essayer de se rapprocher de cet objet de désir, une action qui lui semble relativement facile et sans risque. Mais à ce moment-là, un fossé se creuse entre le résultat qu'il espérait et le résultat réel. Il libère des forces antagonistes, qu'elles soient à un niveau interne, personnel ou extra-personnel. Ce fossé qui se crée entre ses attentes et le résultat réel de ses actions découle de la nécessité. On agit tous comme si on avait tout compris, comme si on savait tout ce qu'on a besoin de savoir, ou du moins en espérant avoir compris tout ce dont on a besoin. Mais quand on prend action, on réalise la nécessité de ce qu'on ne sait pas encore, la nécessité d'agir différemment. Quand il réalise le fossé qui s'est créé entre lui et son objet de désir, et les forces antagonistes qui viennent lui botter le cul, le protagoniste se prépare à prendre une seconde action, plus importante, plus difficile. Il se prépare à prendre un risque. On a tendance à accorder plus de valeur à ce qu'on a obtenu à travers le risque. Plus le risque est grand, plus l'objet a de la valeur. Et les films sont une façon de vivre une vie pleine de sens, donc le sens est d'autant plus grand que le risque est élevé. Plus le protagoniste sera obligé de prendre des risques, plus on accordera d'importance et de sens à ce qu'il cherche à accomplir. Et lui, ayant compris qu'une action simple et facile ne le mènerait pas à son objet de désir, il est obligé de mettre la barre un peu plus haut. S'il réussit à sa prochaine action à se rapprocher de son objet de désir, il finira rapidement par rencontrer un nouveau fossé entre ses attentes et la réalité. Soit par sa faute, soit par les forces antagonistes qu'il a précédemment libérées. Il devra alors se préparer pour prendre un risque encore plus grand, etc., jusqu'à ce qu'il atteigne ou non son objet de désir. Ce schéma de progression, il est vrai à l'échelle globale de l'histoire, mais aussi pour chaque scène. Comme dit Aaron Sorkin, pour chaque scène, pour chaque réplique, il faut se demander quelle est l'intention du personnage et qu'est-ce qui se dresse sur son chemin. Intention et obstacle. Mais qu'en est-il d'une histoire où les conflits ne sont pas aussi dans ta gueule? Des conflits familiaux ou des blessures lentes et effusives qui teintent le parcours tranquille du héros? Comment on fait pour rendre un dialogue réaliste? Après tout, le conflit ne régit pas chaque phrase que l'on prononce à nos proches. On dit aussi beaucoup de choses inutiles. Et si on aime les films qui reflètent la réalité, peut-être qu'on a envie d'écrire des dialogues qui ressemblent à ça. Les artistes sont des observateurs. Les œuvres les plus parlantes nous font remarquer les petites choses de la vie, celles qu'on prend pour acquises, celles à côté desquelles on passe sans prendre le temps d'y penser. L'artiste, lui, prend note. Mettre en situation des personnages qui n'arrivent pas à communiquer, ça semble réaliste, ça ressemble à un dialogue qui mène nulle part, mais ça nous montre deux personnages qui ont chacun l'intention de se rapprocher et dont l'obstacle est la communication, ou la peur de l'intimité, ou l'écoute attentive, ou ce que vous voulez. La chaîne The Narrator nous montre l'exemple de ce film de Noah Baumbach avec ses deux frères qui sont en recherche de connexion mais qui n'arrivent pas à se comprendre. I know, I just said I was sorry. Did you? I'm sorry too. And there it is, a moment of connection. 1 minute and 13 seconds into the conversation. Mais on peut pas parler de dialogue sans parler du pire péché de l'écriture de dialogue. Le pire péché de l'écriture de dialogue est pire que le second pire péché de l'écriture de dialogue. Et je viens de le commettre. Tu me diras, ceci n'est pas un dialogue. La répétition. Se répéter. Dire la même chose plusieurs fois. Et redire encore une information qui a déjà été. Mais on n'avait pas dit que 15% des répliques de la scène d'ouverture de Social Network étaient des répétitions? Oui. Quand ça crée du rythme, quand le sous-texte ou l'intention de la phrase répétée change d'une réplique à l'autre. Là, le défaut devient un style. Moi, je parle de la répétition non maîtrisée, je parle de la redite.
quand on vous rabâche la même information plusieurs fois parce que vous êtes trop con. Je parle pas seulement des répétitions dans le dialogue. Quand le dialogue décrit ce qu'on est en train de voir ou ce qu'on va voir, c'est presque pire. Si un personnage décrit ce qu'on voit à l'écran, il faut au moins qu'il y ait une dimension de commentaire à sa description. Il faut qu'on y décèle un sous-texte pour qu'on ait au moins une information supplémentaire à ce qui est visible, qu'on apprenne ce qu'il en pense ou ce qu'il en déduit. Le deuxième pire péché de l'écriture de dialogue, ça ressemble à ça. And perceive our world simultaneously. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. We think it's a type of inverse radiation triggered by nuclear fission. Vous aurez remarqué que tous ces exemples proviennent de films de Christopher Nolan. C'est parce que Nolan, bien que ses structures soient impressionnantes, voir ma vidéo précédente juste ici, est connu pour ses films à concept. Et le problème des films à concept, c'est qu'il faut expliquer les règles du jeu. Certains films qui semblent être forts en concept laissent la richesse de leur univers nous baver dessus, sans rien nous expliquer. Parce qu'il vaut mieux pas de dialogue plutôt que des informations inutiles. Et à la limite, Christopher Nolan nous a prouvé avec Oppenheimer que de longues explications pouvaient quand même être excitantes. Qui pensait qu'un sujet aussi complexe que la physique quantique attirerait autant de monde en salle? Correction, c'est la promesse d'une explosion légendaire qui a attiré les gens en salle. Mais alors comment Christopher Nolan, ou d'autres auteurs, arrivent à rendre leurs explications dramatiques? Robert McKee nous donne la réponse à ce problème dans son livre Story, mais commençons par ce qui peut rendre ces dialogues ennuyeux. L'exposition, c'est l'information délivrée au spectateur. Elle peut être délivrée par un visuel ou par un dialogue. C'est une information non dramatique qui permet d'apprendre l'intrigue ou les personnages et leur histoire, ou l'univers et son histoire. Do the thing? Huh? What thing? What do you mean what thing? The information, explain anything. Okay. J'ai dit apprendre au lieu de comprendre parce que comprendre nécessite d'assembler soi-même deux informations, alors qu'apprendre nécessite seulement d'écouter ou de regarder et de retenir une information. Et parfois, pour comprendre plus tard un événement, il faut avoir eu les informations au préalable, donc l'exposition est nécessaire. Mais la crédibilité du dialogue aussi est nécessaire. Quand on consomme de la fiction, on a un contrat de suspension d'incrédulité avec l'auteur. On sait que c'est une fiction, mais tant que ça reste crédible et engageant, on considérera les personnages comme des personnes réelles qui vivent une intrigue réelle, tout en gardant en tête que c'est une fiction. Mais si on commence à constater des anachronismes, ou si un personnage est inconstant, ou si un dialogue semble être placé ici pour le spectateur plus que pour les personnages, notre incrédulité revient. On commence à questionner la crédibilité des événements. On commence à penser plutôt à comment c'est écrit qu'à vivre l'intrigue avec les personnages. L'exemple le plus impardonnable dans les dialogues, c'est le fameux « as you know » ou « comme tu le sais » et son petit frère « let me get this straight » ou « si je comprends bien ». Si le personnage d'en face connaît l'information, alors pourquoi elle est répétée ? Pour que l'audience comprenne, mais les personnages quittent leur propre réalité pour devenir des marionnettes. Même si certains spectateurs peuvent laisser couler, une sensation d'odeur putride commence à émaner de l'œuvre, comme un ramassis de clichés. C'est la crédibilité des personnages et de leur monde qui en pâtit. Plutôt que d'écrire ce genre de répliques douteuses, il y a quelques petites techniques qu'on peut apprendre à utiliser. La première chose, c'est que chaque phrase, chaque mot qui peut être coupé ou remplacé par une action, doit être coupé ou remplacé par une action. Plutôt que « Harry, je t'ordonne de nettoyer, donnez-nous » plutôt que « merci d'être de mon côté », laissez le personnage exprimer sa gratitude autrement. Ensuite, il faut dramatiser les explications. Premier cas de figure, un personnage délivre des informations à un deuxième personnage qui ignore les faits. Dans ce cas, on peut jouer sur la façon dont le premier personnage raconte ou explique les faits, et la façon dont le second personnage réagit. Est-ce que le premier personnage tente de le faire rire, de l'effrayer, de l'amadouer ou de le draguer? Est-ce que celui qui réagit en sait assez pour compléter les explications, par exemple en commentant les informations qu'il reçoit pour qu'on ait une meilleure vision des enjeux? Est-ce qu'il écoute qu'à moitié, et peut-être que ça lui portera préjudice plus tard? Est-ce que les informations provoquent en lui des émotions qui font naître une nouvelle intention et qui pourra motiver sa prochaine action? Deuxième cas de figure, les deux personnages possèdent les mêmes informations et c'est au spectateur de rattraper ce qu'il ne sait pas. Dans ce cas-là, faut être très prudent. Pensez à pourquoi vous répéteriez à votre ami ce qu'il sait déjà sur vous ou sur un événement passé. Peut-être dans le cadre d'un débat ou d'une dispute ou d'une négociation, vous pourriez utiliser le fait que vous connaissez tous les deux pour lui rappeler son tort ou pour le faire jouer à votre avantage. Ou à son avantage, si votre objectif est de lui remonter le moral par exemple. Dans les deux cas que je viens de décrire, il y a une règle énoncée par Robert McKee dans son livre Story qui permet de résumer l'effort de dramatisation à appliquer. Utilisez l'exposition comme des munitions. Dans Premier Contact, attention spoiler, désactivez le son tant qu'il y a le voyant rouge si vous n'avez pas vu ce film incroyable. C'est parti. Dans Premier Contact, il y a un malentendu sur la traduction du mot arme et outil. Évidemment, une arme c'est un outil en quelque sorte, c'est un outil de guerre disons, donc le malentendu fait sens. Mais là, en l'occurrence, l'arme ou l'outil dont parlent les aliens, c'est leur propre langue. La communication est autant un outil qu'une arme. Fin du spoiler, vous pouvez réactiver le son. Lorsque vous écrivez, chaque personnage possède son arsenal d'informations à utiliser en fonction des besoins de la scène. En fonction du caractère de votre personnage, il peut vider son chargeur à côté de la cible en délivrant un tas d'informations inutiles, ou attendre des heures ou des jours pour délivrer une seule information précise et sans bavure en pleine tête. Ou alors il peut, au moment d'oblitérer son ennemi,
avoir envie de se défouler. Faut pas oublier que le dialogue, c'est une action. Si vous accordez de l'importance à chacune des actions de votre personnage, alors chaque mot qui sort de sa bouche, chaque choix de vocabulaire, l'ordre dans lequel sortent les mots, tout ça, c'est des actions, motivées par une intention, elles-mêmes motivées par des émotions. Pour chaque phrase qu'il prononce, le personnage a un objectif, et ça peut être utile lorsque vous réécrivez de se demander quel est l'objectif du personnage quand il prononce sa réplique. Quels sont les obstacles qu'il tente de contourner, et quelle est sa perception de ces obstacles. Est-ce qu'il les ignore? Est-ce qu'il les sous-estime? Est-ce qu'il les surestime? Certains obstacles internes peuvent même détourner sa parole et jouer contre son intention. Judith Weston, dans son livre Directing Actors, propose de bien identifier l'action sous-jacente à chaque réplique ou à chaque morceau de réplique. Elle propose ça pour aider les comédiens à interpréter le texte, mais c'est aussi utile pour analyser et réécrire votre propre histoire. Pour identifier cette action sous-jacente, la règle est simple, utilisez un verbe d'action. Chaque réplique cache alors un verbe d'action précis. Séduire, accuser, rassurer, intimider, cajoler, moraliser, etc. Attention aux verbes du type commenter, raconter, expliquer, convaincre, c'est des verbes qui sont pas assez forts et si on n'utilisait que cela, l'intention serait quasi inexistante. D'ailleurs, il faut essayer de changer l'action sous-jacente le plus souvent possible. À chaque réplique, c'est l'idéal. Un personnage va pas tenter de séduire 5 répliques d'affilée, à moins de le faire devenir relou exprès. Il va plutôt peut-être demander la permission, puis complimenter, se mettre en valeur, proposer, se défendre, etc., etc. Et le personnage en face riposte aussi avec son propre arsenal d'action. Vous remarquerez que ça fonctionne quand même mieux si chaque personnage a un objectif clair et des obstacles sur sa route. Ça fait plusieurs fois que je parle de réécriture, c'est parce qu'on a tendance à oublier que les dialogues doivent pas être parfaits dès la première passe d'écriture, bien au contraire. Neil Gaiman s'accorde avec Stephen King pour parler de la réécriture comme une tentative de faire croire que vous saviez ce que vous faisiez depuis le début. Certaines répliques peuvent venir dès le premier essai, et si c'est le cas, youpi la chance, mais c'est lorsqu'on réécrit qu'on coupe le gras, qu'on travaille la rythmique des allées et venues entre les personnages, qu'on cherche le sous-texte pour amplifier une intention ou une thématique qui transparaît entre les mots. Christopher Nolan dit qu'il a tendance à surécrire pendant la première passe, à faire des répliques à rallonge, à faire dire aux personnages ce qu'ils pensent ou la philosophie qu'ils défendent. Et c'est lors de la réécriture qu'il essaye d'infuser tout ça dans des échanges plus subtils et plus concis. Quand vous vous allongez le soir dans votre lit et que vous repensez à ce que vous a dit un collègue et que vous réalisez que merde, c'était ça que j'aurais dû lui dire, bah un bon dialogue, c'est un best-of de ces répliques-là. Si vous étiez capable de l'écrire du premier coup, vous répondriez du tac au tac avec la meilleure répartie. Personne ne parle comme ça. Il faut du temps pour trouver les réponses les plus percutantes. Et bien sûr, un conseil qui est souvent donné, c'est de lire son scénario à voix haute. Certaines choses ne deviennent réelles que quand on les entend. Le scénario, c'est pas l'œuvre finale, c'est juste un document de travail pour ceux qui font le film. Et dans le film, la réplique sera prononcée à voix haute. Au final, on a beau théoriser, chaque auteur a son propre style de dialogue, et leur style, ils l'ont pas acquis en regardant YouTube. Le plus dur, c'est de pratiquer, d'y passer ses 10 000 heures et plus. D'ailleurs, sur Patreon, j'ai partagé un exercice d'écriture qui permet de rédiger un film entier en quelques heures, histoire de mettre la main à la pâte un peu. J'en ferai peut-être une vidéo YouTube, mais je suis pas sûr. Merci encore à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo, et merci aux membres Patreon pour leur soutien généreux. Bye bye.